Et parlant de prison, ces ministres qui ont souvent bénéficié de tous ces passeports, aujourd'hui, sont presque au bord de la prison. Au bord de la prison, suite au grand scandale du Covid-Gate, qui chaque jour qui passe nous apporte encore une série de révélations. Beaucoup de dirigeants camerounais impliqués dans cette affaire commencent déjà à être vus. Mais les enquêtes, jusqu'à présent, montrent quand même que c'est une affaire qui est très compliquée. Très compliquée parce que beaucoup de ministres sont impliqués, tout comme les prestataires, des hommes d'affaires, qui sont bien sûr les fils de ceux-là qui sont aussi bien placés. Selon les informations que nous avons, dans cette affaire du Covid-Gate, il y a déjà 160 interdictions de sortie du territoire. Et dans ces sorties de territoire, comme on le disait, les passeports ont été retirés. Ça fait que le délégué général à la Sûreté nationale a déjà tous les noms. Certains ont été déjà déposés au niveau des aéroports, de Yaoundé, Douala, de toutes les frontières, pour empêcher ceux-là de pouvoir se déplacer. Mais bien sûr que ce n'est pas une sécurité. Lorsqu'on connaît la porosité de nos frontières et surtout, toujours la corruption, le favoritisme qui règne au sein de la police, où parfois on a vu des ministres assignés à résidence se retrouver à l'extérieur. Je ne voudrais pas revenir sur le cas de l'ancien ministre de l'eau, des mines et de l'énergie, Atanakuna, qui s'est retrouvé quand même au Nigeria, accompagné par les forces de sécurité. Le problème aujourd'hui, c'est que tellement de gens sont mêlés que même les enquêtes sont brouillées par beaucoup de choses qui sont en train de se produire. Le Cameroun est en train de prouver finalement qu'il est un État voyou. État voyou parce que les institutions sont attaquées. Quand il s'agit de la diaspora, on dit qu'ils sont partis piller l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils sont partis forcer les portes. Ils ont fait ceci à Bruxelles. Ils ont fait ceci en Allemagne. Ils ont fait ceci aux États-Unis. Mais là, nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, on apprend tous les jours qu'il y a ce qu'on appelle des immeubles sacrés qui sont violés, qui sont saccagés, parce que des personnalités voudraient retirer les pièces à conviction liées au Covid-19. Comment est-ce possible que cela ne soit pas considéré comme un crime au Cameroun? Et jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. Mais l'État du Cameroun est prompt à venir poursuivre le général Wangto Calibro au tribunal de Paris. Mais depuis le 27 mai, dans la nuit du 27 au 28 mai, le contrôle supérieur de l'État a été attaqué. Jusqu'à présent, il n'y a aucune plainte. Comment on peut expliquer ça? Le Conseil supérieur de l'État, qui était supposé faire des enquêtes, ou même pas supposé, qui fait des enquêtes contre des responsables, dont les ministres impliqués dans le Covid. Et c'est quand même 24 ministères, 24 départements ministériels qui sont attaqués, enfin, qui sont soupçonnés. Mais comment se peut-il que cette institution ne soit pas protégée? Comment se peut-il qu'on nous apprenne que
les véhicules des enquêteurs qui se sont rendus ou qui ont interrogé la ministre de la Recherche scientifique, Madame Chouendé, que les deux véhicules aient été, bien sûr, braqués, saccagés en pleine nuit. Le premier inspecteur, on nous dit, ou bien le premier enquêteur, que oui, on aurait pris des informations ou un ordinateur qui avait des informations. Et puis, l'autre véhicule aussi a été saccagé. Mais bien sûr, on est en train de vouloir nous dire que non, on n'a pas pris, l'ordinateur qu'on a pris n'avait pas les informations relatives à Madame Madeleine Chouendé. Mais tout ça, c'est pour essayer de calmer l'opinion publique. Vous ne pouvez pas comprendre que des civils au Cameroun défilent avec les policiers, les gendarmes. Vous ne pouvez pas imaginer autant d'agences de gardiennage qu'il y a au Cameroun. Qu'un immeuble comme le Consupé ne soit pas gardé. Surtout en 7 ans. N'a-t-il pas complot? Et puis, on pouvait dire qu'on était surpris. Mais le problème, c'est que c'est de façon régulière que ça arrive. Puisque en août 2011, le même contrôle supérieur de l'État avait, bien sûr, connu le même scénario où on a dit que des braqueurs étaient arrivés, ont réussi à ouvrir les portes, ont même réussi à porter un coffre-fort. Un coffre-fort qui avait des centaines de millions, voire des milliards. Et ils sont disparus avec ça dans la nuit. Et le coffre-fort avait été retrouvé en Bangassina. Vidé. Ce coffre-fort, les malfaiteurs n'avaient pas le code. Ils ont fait comment pour vider ça? Un coffre-fort. En 2012, quand on était en train de citer beaucoup d'autres ministres, qu'ils étaient guettés par l'épervier et qui pouvaient être emprisonnés, et on était aussi en train, à cette époque-là, de montrer que le directeur général du Labogénie était impliqué dans beaucoup de détournements de milliards avec des pontes du régime. Mais le même Conseil supérieur de l'État avait été attaqué. Et on avait emporté les documents curieusement relatifs à tous les ministres et au directeur général du Labogénie. Où est partie l'enquête? Nulle part. Et là, on vient de braquer, de piller, de violer le Conseil supérieur de l'État. Et l'État du Cameroun ne prend aucune mesure pour protéger l'endroit, le poumon. Là, il y a certains documents relatifs à certains fournisseurs dans l'affaire du Covid-Gate. Puisque c'est aux impôts que tout passe. On nous apprend que dans la nuit du 5 juin au 8 juin, il y a encore eu pillage à la direction générale des impôts. Et puis, le ministre Botazé publie un communiqué que ne vous en faites pas, l'enquête sera ouverte. Allez, les services continuent. Basta. Tiens. Nous savons très bien que cette enquête n'aboutira nulle part. C'est de la poudre qu'on est en train de nous jeter aux yeux.
préciser que 11 étages de cet immeuble New Generation ont été pillés. Les documents importants ont été emportés. Les ordinateurs et tout le reste. Et puis la vie continue. Même un fou, même un bébé va dire, ce n'est pas possible. Ces braquages ne peuvent pas avoir lieu. C'est un crime bien organisé. C'est les gangsters du gouvernement. Parce que, expliquons-nous, la Direction générale des impôts a été inaugurée par le Premier ministre le 20 novembre 2020. Et l'État du Cameroun a dit que cet immeuble-là a coûté 20 milliards. Donc, il y a des systèmes de vidéosurveillance dedans. 20 milliards pour cet immeuble-là. Première des choses, les deux portes d'accès se bloquent de façon automatique. Comment est-ce que ces gens, ces bandits, ont pu avoir accès? Et même s'ils ont accès à l'immeuble, au niveau des ascenseurs, il faut ce qu'on appelle les cartes digitales. Donc un ascenseur, même pour ceux qui connaissent les hôtels ici, ou certains immeubles, vous ne pouvez pas monter si vous n'avez pas cette carte-là. Ce n'est pas des escaliers. C'est 11 étages qu'on vous dit que ça a été pillé. Ils sont passés par où? Qui leur a donné les cartes? Donc c'est quelque chose qui a été bien organisé. Tout ça a renversé des choses comme si c'est rien du tout. Il n'y avait ni but ni rien. Et de sur quoi ça se situe? À l'avenue Foch. Ah, moi je suis à Paris, mais avant de venir à Paris, je sais que même comme Foch, ce n'est pas Fauchivin. Hein? Ils prennent les noms d'ici pour aller mettre dans les rues de là-bas. Vous n'allez pas voir les vrais noms des Camerounais sur les rues là. Donc, la rue Foch, c'est quand même un endroit où on vous dit qu'il y a la sécurité, c'est-à-dire que la police rôde 24 heures sur 24. C'est le cœur de la République, ou alors de la capitale politique. Comment peut-on venir commettre un tel acte avec un sang-froid, avec un courage? Mais attendez, et d'ailleurs à côté, il y a la délégation générale à la Sûreté nationale, l'une des régionales. Oui, c'est là où il y a la délégation régionale. Mais tous ces n'ont rien entendu. Ils n'ont rien vu. Mais quand il faut aller attraper un petit bandit au quartier, ils sont très très forts. Donc, qu'on ne nous manque pas cette histoire de Covid-Gate, où les dirigeants camerounais, particulièrement les ministres, sont visés, eh bien, avec des hommes d'affaires, ils vont tout faire pour enterrer ce dossier. Oui, le dossier lui-même a déjà été bouclé, puisque selon les informations que nous avons, la Chambre des comptes de la Cour suprême a déjà fini son rapport, donc ce n'est plus un rapport d'étape, et cela devrait être transmis au président de la République. D'aucuns disent même que c'est transmis, sauf que même si c'est transmis là-bas, ils vont sortir un faux rapport. Ils vont faire sortir un faux rapport, puisque Biya est vieux, ne contrôle plus rien. Ils vont faire un autre rapport pour venir dire, vous voyez, nous on n'a rien volé, hein. On est innocent, hein. On doit aller au paradis. C'est comme ça. C'est pour ça que, face à ces multiples attaques et pillages, Biya, qui comprend maintenant que, d'ailleurs, il a toujours su,
c'est lui qui les nomme. On ne peut pas nommer quelqu'un si les services de renseignement ne vous donnent pas toutes les informations. Maintenant, il demande que les auditions de certains ministres et autres personnalités soient aussi faites par la Délégation générale de la Sûreté nationale et même la DGRE. Voilà donc ce qui se passe. Sauf que, et bien sûr, le délégué général à la Sûreté nationale, lui-même, il est aussi impliqué. Alors, qui va l'auditionner? Biya a donc pris une autre décision qui n'est pas officielle de pouvoir désigner quelqu'un qui va jouer d'interface entre lui et maintenant les enquêteurs du TCS pour qu'ils puissent avoir au moins les vraies informations. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus confiance même en Ngongo. Ferdinand Ngongo, vous avez pu le constater, Paul Biya a fait un réaménagement suite à un décret nommant même des conseillers et injectant d'autres personnalités au niveau du secrétariat général à la présidence de la République. Et maintenant, comme interface, il a choisi le commandant de la GP. Le commandant de la GP, c'est beaucoup abondant. Plus connu, on l'appelle Petit Jésus. Mais pas lui en tant que tel, pas qu'il est saint, mais parce qu'on estime que parfois il conduit certaines enquêtes et parce qu'il aujourd'hui c'est lui qui assure la sécurité de Paul Biya et de sa famille. Donc c'est le commandant de la garde présidentielle. Il est commandant de la garde présidentielle pratiquement depuis 2014. Mais il a porté le galon de colonel ce n'est que le 1er janvier 2019 qu'il a porté ce galon-là. Il est né en 1972, je crois, oui, à l'Est, à Batouri, plus précisément. Et il est devenu l'homme de confiance de Paul Biya en ce moment où le régime est pratiquement en agonie, où tous les coups sont permis. Lui, il était entré dans l'armée en 92, puis a fait une formation en Grèce jusqu'en 97, puis il a intégré la garde présidentielle en 99. Et depuis 2014, c'est lui qui est devenu presque l'homme de confiance de Paul Biya. Mais il y a beaucoup d'interférences qui sont en train de se faire. Va-t-il réussir ce travail, lui qui est si discret et d'ailleurs qui n'aurait pas souhaité certainement que je donne son nom parce que beaucoup de Camerounais ne connaissent même pas son nom. Mais, comme je le dis, il faut savoir que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que chacun doit tirer sur l'autre pour vite l'abattre. Les ministres aujourd'hui sont en train de tout faire pour influencer le rapport et sont aussi en train de tout faire pour corrompre à tout va. Vous voyez par exemple le ministre Etunungwa qui est de l'éducation de base. Lui s'est même autorisé de recruter une femme qu'on appelle femme d'affaires, mais qui en fait fait des choses derrière et qui, voilà, c'est une jet-setteuse qui a beaucoup de relations et sait tirer les ministres par la barbichette. Donc, tout le monde l'a recruté. Il y a eu une réunion pour qu'il aille voir le ministre de la Justice, Laurent Esso, pour qu'elle aille donc voir le ministre de la Justice, le convaincre par tous les moyens, y compris entre quatre murs. Je ne donne que son prénom, Laure. Va-t-elle réussir sa mission?
ministres actuellement sont en train de se balader avec beaucoup d'argent pour chercher à corrompre, bien évidemment, les magistrats, certains magistrats, se disant que certainement, ils ne pourront pas avoir des poursuites qui vont s'enchaîner. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres ministres même qui refusent même de se rendre aux convocations du tribunal criminel spécial. Vous vous rendez compte? On vous convoque et vous dites, je ne pars même pas. Vous allez me faire quoi? Et parmi ces ministres, il y a par exemple le cas Jacques Famondongo. Et Jacques Famondongo a été convoqué pour la deuxième fois d'aller au tribunal criminel spécial. Je vous avais déjà décrit l'ambiance dans laquelle qui s'est produite lorsqu'il était là-bas. Et du coup, comme il a su, parce que je l'ai dévoilé, qu'on l'a installé d'abord sous les climatiseurs avant d'aller le cuisiner, cette fois-ci, il a dit, j'ai compris, je ne pars plus. Mais les enquêteurs du tribunal criminel spécial, au nombre de 7, ont eu à débarquer dans ces bureaux. Ils ont eu à atterrir dans ces bureaux avec une escouade de gendarmes. Jacques Famondongo a pris peur. C'était lundi. Néanmoins, c'était pour qu'il fasse encore d'autres dépositions concernant justement les 6 milliards qui ont été offerts par le Premier ministre dans la répartition qui s'est faite par une sorte d'arrêté le 22 juillet 2020. Dans les nouvelles déclarations de Jacques Famondongo, il demande avoir reçu les 6 milliards. Et pourtant, parce que ces 6 milliards étaient destinés à ce qu'on appelle l'action, enfin, le programme 794, action 7, qui devait donc concerner l'enseignement supérieur. Mais Jacques Famondongo l'a dit que lui n'a même pas reçu encore de l'argent. Avant, ce n'était pas cette déclaration. Maintenant, il dit l'argent n'est jamais arrivé. Donc, il n'a fait aucun marché. Voilà les déclarations de Jacques Famondongo. Et il dit que l'argent est encore auprès du ministre des Finances. Donc, pour Jacques Famondongo, c'est donc lui, Paul Motazé, qui a détourné les 6 milliards. Voilà donc comment est-ce qu'ils vont se manger. Parce que je vous ai dit que la spécialité de Jacques Famondongo, c'est manger, c'est livrer tous ceux qui sont dans le sud. Il avait livré, je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, Joseph Désiré Ngo. Il avait livré au Ndondon du FECOM. Il a livré. Bref, c'est lui qui livre tout le monde qui est dans le sud et qui cherche à lever la tête. Donc là, maintenant les enquêtes vont aussi conduire vers le ministère des Finances, ou d'ailleurs, comme je le dis, si on a saccagé la direction générale des impôts, c'est parce que là-bas, il y a tout. C'est la cuisine interne. C'est là-bas où il y a tout. Donc Jacques Famondongo veut aujourd'hui s'en sortir. Et ne vous en faites pas. Il peut s'en sortir. Puisqu'il en est déjà habitué. Même quand il s'agit du détournement relatif à l'organisation de l'arrivée du sommet France-Afrique, Jacques Famondongo était impliqué. Lorsqu'il s'agissait, bien sûr, aussi d'arrimer la CRTV sur satellite, c'est Jérôme Nozé qui est tombé. Et pourtant, c'est Jacques Famondongo qui était à la tête des détournements. Et vous vous rendez compte que depuis 2011, et il y a des détournements de milliards où est mêlée sa femme Marthe Ndongo. 11 personnes sont impliquées. Et on a mis une seule personne en prison. Depuis 2011. La femme de Jacques Famondongo avait été convoquée au tribunal criminel spécial le 4 mai 2014. Et on savait qu'elle doit descendre à Kondengui.
jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais allée à Kondengui. Jusqu'aujourd'hui, l'argent n'a jamais été rendu. Et lui, il se lève les mains. Il est innocent dans tous les détournements. Mais vous-même, soyons conscients, même ceux qui n'ont pas vécu cette époque, se rappellent que Jacques Famoun-Dongo en 2016 est celui-là qui venait quand même dire que Paul Biya avait décidé d'offrir les ordinateurs Paul Biya venant de la Chine à 75 milliards, 500 000 ordinateurs. Où sont passés ces ordinateurs? Et quand on fouille aujourd'hui, on se rend compte que quand on additionne non seulement les ordinateurs que Jacques Famoun-Dongo est parti acquérir dans une société chinoise, dans un fond de quartier, une société qui n'est connue nulle part. Mais Jacques Famoun-Dongo est venu nous dire que 32 gigas égale 500 gigas dans l'ancienne technologie. Les gens en ont ri. Au lieu de dire, mais ça suffit. Tu es un bandit, il faut rembourser. Où sont partis ces ordinateurs qui, au lieu de 75 milliards, ont coûté à l'État du Cameroun 100 milliards. Parce que c'est une dette. Et il faut continuer à payer. 100 milliards pour les ordinateurs. Des ordinateurs qui en fait n'étaient que des jouets, qui ne valaient même pas 30 000 francs l'unité. Regardez comment est-ce que la Côte d'Ivoire vient de ridiculiser Jacques Famoun-Dongo. Ouattara vient de donner une leçon à Paul Biya. Oui, mardi, le ministre de l'économie de Côte d'Ivoire, de la technologie et de l'information et des biotechnologies, vous voyez, économie numérique. Regardez la qualité des ministères qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et économie numérique, parce que nous sommes dans le nouveau monde. Et non dans le monde que Famoun-Dongo dit que non, c'est que l'argent là devait servir pour la bande passante. C'est quoi la bande passante? Donc, parlant de la Côte d'Ivoire, pour montrer au Cameroun que nous ne savons pas gérer de l'argent, qu'on n'a pas de dirigeants, eh bien, en créant ce ministère, ils ont dit, Ouattara a dit, un Ivoirien, un ordinateur. Et c'est ce qui peut se vérifier aujourd'hui. Ouattara est parti s'endetter à Exim Bank, en Angleterre, en Inde. Pour combien? 10 milliards 783 millions. En tout et pour tout. 10 milliards. Pour monter 6 projets. Pour mettre la Côte d'Ivoire sur les routes des nouvelles technologies. Ce qu'ils appellent les biotechnologies et tout ça, l'informatique. Et parmi les grands projets phares, je dis bien, seulement 10 milliards, hein, 10 milliards, 6 projets. Ils ont monté le VITIB. C'est-à-dire que le village des technologies, de l'information et des biotechnologies au Grand Bassin, en Côte d'Ivoire. Si vous ne connaissez pas, c'est un quartier de Côte d'Ivoire. Et là-bas, il a signé avec une autre structure ivoirienne aussi, COSEC. Ils ont fait une joint venture pour produire les ordinateurs sur place. Donc, assemblage, montage des ordinateurs, des tablettes,
même des lampes de LED. Ils fabriquent jusqu'au robot. Mardi, le premier smartphone made in Côte d'Ivoire a été présenté avec un ordinateur puissant, certifié ISO par Intel et Microsoft. La crème de la crème. Et cette usine peut produire 4000 ordinateurs par jour. C'est-à-dire que ça produit plus que nos machines de pièces d'identité, de passeport là. 4000 par jour. Cette usine, qui est bâtie sur 5000 mètres carrés, est faite sur 2 niveaux. Et d'ailleurs là, on peut aussi tout réparer. Donc il y a les pièces de rechange là, sur place, là. Et pour la première fois au monde, le smartphone made in Côte d'Ivoire, dans les applications, il y a les langues baolé et malinké. Le nouveau smartphone made in Côte d'Ivoire peut être télécommandé avec votre voix. Donc, il reconnaît votre voix. Quelqu'un d'autre prend, il ne peut pas l'utiliser. Vous voyez ça? C'est la première fois dans le monde. Donc, vous parlez, vous faites les commandes, le smartphone made in Côte d'Ivoire exécute. Il comprend malinké. Il parle malinké, il parle baolé. Un smartphone. Oui. Pendant ce temps, Famandongo annonce l'avion. Il est là avec des vestes cintrées. L'avion. Voilà ce qu'on appelle un gouvernement clairvoyant. Et cette usine sera ouverte officiellement, c'est-à-dire que l'inauguration, c'est à la fin de ce mois de juillet, donc dans un mois. Mais on fabrique déjà tout là-bas. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré de l'exemple du Rwanda et de tout ça. Et vous connaissez combien ça a coûté? 4 milliards de francs CFA. 4 milliards. L'usine de montage, d'assemblage des ordinateurs, des smartphones, des ampoules LED, des robots et tous les autres appareils informatiques possibles au monde se montent là-bas. Ça a coûté 4 milliards. 4 milliards. Les jouets de Famandongo ont coûté 100 milliards. Et il est venu dire que ça a été volé. Pas de pièces de rechange. Et c'est avec ça. Est-ce qu'il est allé en prison? S'il n'est pas allé en prison pour 100 milliards, après avoir trompé Biya, c'est pour 6 milliards qu'il ira. S'il n'est pas allé en prison pour la CRTV, après avoir menti à Biya que la CRTV était sur satellite, alors qu'actuellement, même jusqu'à maintenant, la CRTV est dans un bouquin. Mais il n'est pas allé en prison. Et vous croyez que c'est maintenant qu'il ira en prison? Donc, lorsqu'on vous dit la gestion de ce régime, c'est avec les gens comme Jacques Famandongo. On ne peut donc pas avancer. Là, ils ont bouffé les milliards. C'est avec ça que
le gouvernement le FMI est en train de leur dire, on ne vous donne pas de l'argent, faites d'abord des enquêtes. C'est avec ça que étant aujourd'hui, c'est vrai, des ressources et de la dette. Parce qu'ils ne font que nous endetter pour des projets qui ne font que foirer. Quel projet le régime Biya a réussi? Aucun. Voilà donc Jacques Famandongo, qui est au haut niveau de l'impunité et qui, avec le Covid Gate, va s'en sortir comme toujours.